Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine, Chen Zihong, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des cabinets ministériels, les directeurs des services et les représentants des organismes de protection sociale. Mesdames et Messieurs de l'Agence nationale de l'assistance médicale, chers amis de la presse, distingués invités. Dans un contexte marqué par la pression de la communauté internationale, en raison de l'option prise par notre pays, le gouvernement du Mali est résolu à décider de garantir à chaque Malienne et à chaque Malien un accès aux soins et à l'assistance médicale dont il y a besoin pour mener une vie saine et productive, indépendamment de sa situation économique. C'est cette option qui est conforme à la vision du président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui est traduite et qui dit, je cite, « Mettre le Malien au cœur des actions du gouvernement », cadrant parfaitement avec l'objectif numéro 3 du développement durable des Nations Unies, à savoir, je cite, « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous, à tout âge ». Cette vision, mesdames et messieurs, guide toutes les actions du gouvernement sous l'autorité du président de la transition, gouvernement qui travaille à la satisfaction des besoins essentiels des populations maliennes. C'est dans ce cadre que la nouvelle constitution du Mali, promulguée le 22 juillet 2023, fait de la protection sociale un droit constitutionnel en disposant en son article 10, je cite, que l'éducation, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, la protection sociale, l'alimentation et l'accès à l'eau constituent des droits reconnus. Fin de citation. L'adoption de cette constitution traduit la volonté ferme des hautes autorités du Mali de s'engager dans une nouvelle stratégie nationale de développement faite autour de l'humain, c'est-à-dire autour de chaque Malien. Les plans d'action du gouvernement de transition, le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, la politique nationale de protection sociale sont entre autres des macro-stratégies qui s'inscrivent dans la réalisation de cette vision présidentielle. En effet, les plans d'action du gouvernement de transition consacrent un axe entier à la protection sociale qui se définit comme l'ensemble des mesures préconisées par l'État et les collectivités pour assurer la prise en charge des risques sociaux de la population. La volonté d'étendre le champ d'application matérielle aux personnes de la protection sociale a été clairement définie et constitue la base de l'opéralisation des piliers du socle de protection sociale qui prend en compte les spécificités et les capacités nationales.
La réalisation progressive de ce socle de protection sociale au Mali repose sur 4 engagements stratégiques, au nombre desquels la réalisation d'une couverture maladie universelle à travers l'assurance maladie obligatoire AMOU, le régime d'assistance maladie RAMED et les mutuelles de santé. Mesdames et messieurs, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous la haute autorité du président de la transition travaille à l'organisation du régime d'assurance maladie universelle du Mali, RAMU, à travers le ministère de la Santé et du Développement social, qui consacre un accès équitable de tous les Maliens aux services et aux soins de base. Ce régime comprend le système contributif, mais malgré et surtout le système non contributif qui englobe les couches les plus vulnérables de notre société. La gestion de ce système non contributif est assurée par l'ANAM, organisme gestionnaire du RAMED et organisme gestionnaire délégué dans le cadre du RAMI. Du lancement de ces activités au 31 août 2023, 3 394 341 personnes en situation d'urgence sociale ont été immatriculées au RAMED. Donc 416 429 ont effectivement bénéficié sur l'ensemble du territoire national des prestations médicales gratuites sans contribution aucune de leur part. Aussi, faut-il le rappeler, l'ANAM joue un rôle important dans la prise en charge médicale de tous les militaires basés sur le théâtre d'opération, en collaboration avec les hautes autorités militaires. Ces résultats ont été rendus possibles grâce essentiellement à l'accompagnement du gouvernement de transition qui a donné un nouveau souffle à ce dispositif qui était presque laissé pour compte, nonobstant son rôle éminemment important dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Le renforcement du régime d'assurance maladie participe de la volonté des plus hautes autorités de la République du Mali, du Conseil national de transition au développement du capital humain, qui constitue un élément central de la réalisation de ce que j'ai appelé les 3D. Ils sont d'ailleurs connus, je n'ai pas inventé, je ne sais pas pourquoi ça avait suscité un tel boucan au Mali, à savoir la défense, la diplomatie et le développement. Seul gage pour donner à notre pays sa noblesse et sa fierté d'antan. Mesdames et messieurs, au regard des rédactions énumérées de l'ANAM, je reste convaincu que ce dispositif contribue significativement au renforcement de la résilience de nos populations en situation d'extrême précarité, au renforcement de la cohésion nationale, gage de l'unité et du développement harmonieux et au relèvement moral de nos troupes sur le théâtre d'opération. Un dispositif d'une telle nécessité mérite d'être su et connu, non seulement des populations maliennes, mais aussi et surtout des autorités pour mettre à chacun et à quelque niveau que ce soit, pour permettre donc à chacun, à quelque niveau que ce soit, de mettre du sien pour la réussite totale. Et c'est pourquoi j'engage les différents départements sectoriels concernés à s'impliquer davantage pour donner à l'Agence nationale d'assurance maladie les moyens nécessaires
à l'accomplissement plein et entier de ces nobles missions. Aussi, j'invite les partenaires du Mali qui veulent appuyer notre pays suivant les 3 principes encadrés par le strict respect de notre souveraineté, à accompagner l'ANAM dans le cadre de l'atteinte des objectifs en vue d'alléger davantage les souffrances des Maliens. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est le lieu pour moi de féliciter et de remercier l'UNICEF, la Banque mondiale, à travers le projet accéléré de progrès vers la couverture maladie universelle, le PACSU, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, pour leur appui matériel et financier à l'ANAM. Ces félicitations et remerciements vont également à l'endroit des organismes de protection sociale du Mali qui ont bien voulu accompagner l'ANAM dans l'organisation de cette journée depuis la première édition. Je salue les efforts de nos collectivités locales engagées avec l'ANAM pour relever le défi du financement de la prise en charge médicale des couches les plus vulnérables. Je sais qu'on aime beaucoup les cérémonies chez nous, mais j'invite chaque collectivité à s'acquitter de ses obligations. On en a parlé ici. Je voudrais attirer l'attention là-dessus de façon particulière. Je réitère mon soutien sans faille aux actions et orientations stratégiques du ministère de la Santé et du Développement social dans le cadre de la mise en œuvre efficace et efficiente du remède au plus grand bonheur des Maliennes et Maliens. Mesdames et messieurs, dans les sketchs que j'ai suivis dans les discours, on a reflété le sentiment général des Maliens. La prise de Kidal. Il ne sera jamais dit de trop que nous devons féliciter le président, le ministre de la Santé, de la Défense, les chefs militaires et tous les hommes en tenue dans notre pays. Ces hommes qui sont sur le terrain, d'autres sous le soleil, dans le vent, dans le sable, d'autres sont nés, ont grandi là où il y a les arbres, mais ils passent des journées, la grande lune, là où il n'y a pas d'arbres, il n'y a que les dunes. Et le soir, ils voient un peu d'étoiles. Et nous devons les considérer. Tous ceux qui donnent leur vie, ceux qui ont disparu, ceux qui sont là, comme des amis éternels. Parce que j'ai parlé du grand désert. Vous savez, quand vous regardez dans le désert la nuit, vous ne voyez rien sauf les étoiles. Une étoile qui brille. Les amis, c'est comme ça. C'est dans l'obscurité qu'on les voit. Ces militaires sont les amis éternels des Maliens, ceux qui ont donné leur vie et ceux qui se battent. Nous avons dit et j'ai expliqué, j'ai demandé, j'ai même imploré tous ceux qui, du haut de leur tribune de chefs d'État d'autres pays, veulent se mêler des affaires maliennes. Laissez-nous tranquilles. Ça, c'est ce que je leur demande. Mais pour ceux qui s'entêteront à ne pas le faire, qu'ils revisitent l'histoire. Le peuple malien est un peuple béni. Tous les chefs d'État, sans exception, vous pouvez vérifier, qui sont mis dans des combinaisons contre le Mali. Tout le monde sait comment ils ont terminé. Sans exception. Je n'ai pas envie de citer, mais vous pouvez, pour ceux qui veulent, vous pouvez venir chez moi, je vais vous donner leur nom.
Il faut laisser les Maliens régler leurs problèmes entre eux. Nous sommes un vieux peuple. Quand il y avait l'empire du Mandé au XIVe siècle, il y en a des pays qui n'existaient même pas. D'autres étaient dans le Moyen-Âge, étaient en train de se trucider, de se tuer. Nous, notre empereur a fait le voyage à la Mecque avec des milliers de tonnes d'or. C'est pour cela qu'on le considère comme le plus riche de l'humanité entière depuis que l'homme a existé sur Terre. 172 ans après, Askia Mohamed a fait son pèlerinage à la Mecque. Il a amené plus d'or encore. Jusqu'aujourd'hui, les hommes qu'il a laissés sont au Soudan, sont au Tchad. Moi, j'ai été ministre, j'ai été en mission au Soudan dans les années 2003. Mais j'ai vu des villages qui, comme des villages sont chez nous. Leur maison, c'est exactement comme chez nous. Il y en a qui viennent d'être Mali jusqu'au Mali. Jusqu'à présent, au Mali est retourné. Dans les villages qui sont chez nous, vers Gabero, Aoussafouane et autres. Ils ont des enfants qui viennent du Soudan. Imaginez-vous depuis le 15e siècle. Notre pays est un melting pot. Chaque groupe ethnique est venu à un moment donné de l'histoire. Il y a eu un processus de peuplement. On a construit les plus grands États qui existent dans l'histoire de l'Afrique. L'Empire Mandé, l'Empire Songui, Askia Mohamed. Est-ce que vous savez que dans l'armée de Soni Alibert, il y avait des contingents constitués uniquement de Touaregs, d'autres des Arabes. Ils ne connaissaient même pas, ils refusaient cette distinction entre les hommes, suivant les religions, les couleurs. Ça lui a créé des inimitiés après. Il était un laïc. Et celui qui l'a remplacé, ce n'est pas son fils. L'héritier du trône, il a été déposé par des dirigeants, d'autres dirigeants du trône. Notre pays était décentralisé depuis cette période. Celui qui est venu à la place de l'héritier légitime de Soni Alibert, il s'appelait Mohamed Touré. C'est un neveu de Soni Alibert, mais un général de l'armée. Il l'a choisi et on l'a mis à la tête de l'Empire. Et quelques oreilles, bien sûr, ça c'est normal. Les gens se sont fâchés. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, c'est un usurpateur. Kate Kai en Bambara, il ne le sera pas. C'est ce que ça veut dire en soirée. Astia. Et comme pour effectivement démontrer qu'ils ont tort, on a mis Askia Mohamed. Donc les gens ne savent pas qu'Askia là, ça veut dire en soirée Atekai, en tesson. Il ne le sera pas. Mais les Maliens ont décidé que c'est le général Mohamed Touré, l'un des généraux auxquels Soni avait le plus confiance, qui va diriger l'Empire. C'est lui qu'on appelle Askia Mohamed. On a fait des universités à Tombouctou, où il y avait des milliers d'étudiants, des professeurs qui vont, des Européens venaient se soigner. Ça, c'est notre pays. Donc, quand on vient par des écrits aujourd'hui, essayer de nous embrouiller parce que des gens ont les armes, ce n'est pas vrai. Ils profitent de l'oubli. Les Africains ont cette grande capacité d'oubli. On oublie notre histoire. C'est comme l'autre jour, il y a un Français qui s'est levé pour aller faire une conférence pour dire qu'en 2024, le Mali va être... il y aura la partition du Mali. Mais ça a choqué beaucoup de Maliens. Même le gouvernement, nous avons fait une déclaration pour vraiment lui donner la réponse adéquate avec notre ministre qui sait bien répéter les choses dans son intention. Il l'a répété suffisamment. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que depuis 2013, les mêmes messieurs
le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, moi je le suis, il a écrit en 2013 que lui il est venu voir ATT et lui dit d'organiser la partition du Mali. Un ministre des Affaires étrangères, un ministre de la Défense, le jour où on signe l'accord pour la paix et la réconciliation, il dit oui, les Maliens du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble, ils n'ont jamais pu. Et un autre va dire, vous savez, pour qu'il y ait la paix, il faut organiser la partition du Mali. Ça, c'est des écrits, ce n'est pas des inventions. Ça, c'est depuis 2013. Et j'ai dit à certains, pour en finir, que lorsque Barkhane a été créé à l'insu des Maliens, c'est-à-dire Serval s'est métamorphosé comme un insecte. Vous savez, les larves là, quand ça s'envole, ça devient un insecte. C'est devenu Barkhane. Et quand Barkhane a été créé, vous avez une lutte militaire, c'est que beaucoup ne comprennent pas. Ceux qui se battent doivent être convaincus de la cause qu'ils défendent. C'est ce qui fait la force d'une armée. Vous savez, quand Hitler a occupé toute la Russie, le président a disparu pendant des jours. Le peuple ne savait pas où donner la. Quand il est sorti, vous savez la phrase, il a dit qu'ils vont battre les fascistes parce que leur cause est juste. C'est cette phrase-là qu'ils ont tenue comme flambeau jusqu'à les battre. Le peuple s'est réveillé et il ne s'est plus jamais couché. Donc c'est important que les gens savent pourquoi ils se battent. Et vous savez, le général, le chef d'état-major de l'armée française, quand il est venu à rendre visite aux soldats de Barkhane, qui étaient dans leur base principale au Tchad, à Faye-à-Largeau, quand il a fait la revue des troupes, il leur a dit ceci. Vous savez que nous étions là il y a 100 ans. On était venus. On nous a renvoyés il y a 60 ans. Donc au temps des indépendances. Maintenant qu'on est revenu là, c'est pour 100 ans encore. Vous avez bien compris. Donc les politiciens ont laissé les parler de leur terrorisme et autres. Là. Ça, c'est leur affaire. Donc, ce que les militaires disent et font, et ce que le discours, le narratif qui nous est servi par les politiciens dans les médias, c'est totalement différent. Il faut que les Africains comprennent ça. La conférence de Berlin pour diviser l'Afrique, quand ça s'est tenu en 1885, est-ce que vous savez, dans les résolutions, personne n'a parlé de colonisation. Ils ont dit qu'ils vont venir, moi j'ai ces résolutions, pour 3 choses. Les Anglais ont dit civilisation, commerce, christianisme. Les Français ont dit on va amener la mission civilisatrice en Afrique. 1. Deuxièmement, en Afrique, il y a 2 grands fleuves. Et comme par hasard, c'est dans ces pays-là qu'il y a le terrorisme civil, le Congo et le Niger. Nous partons pour aider à réglementer la circulation sur ces fleuves. C'est ce qu'il y a dans les résolutions. C'est comme aujourd'hui, ils nous disent qu'ils viennent lutter contre le terrorisme. Mais quand ils sont venus, les militaires ont commencé à coloniser, à tuer les gens, à les opposer. Ça a trouvé que les grands empires là ont disparu. C'est des petits royaumes, Bambara, Kaharta, je crois que même les Dogon avaient leurs petits royaumes. Tout le monde. Donc ils ont trouvé des petits États. Et ces petits États, on s'attaque au chef, on le tue. Une fois qu'on l'élimine, sa tribu, son ethnie est soumise. Et ils ont commencé comme ça jusqu'à occuper tout notre pays. Parce qu'il n'y avait rien à leur opposer. En ce moment, notre peuple a montré de quoi il est capable. Il n'a jamais accepté la soumission. Et par une heureuse circonstance, vous avez terminé tout de suite avec le maire de Saboussiré. Vous savez que le 22 septembre 1878, c'est là où il y a eu la grande bataille de Saboussiré. De 1978, ce n'est qu'en 1916
le 20 juin, le 9 juin, qu'ils ont détruit la confédération d'Andrambokan, de Oulimeden. Mais entre-temps, les Touaregs, les Soreilles, les Tengrigif, tout le monde s'est opposé, les Arabes. Personne n'a accepté la soumission. Ils ont mis 38 ans pour occuper notre actuel territoire. D'autres pays les ont occupés en 6 mois. Mais même pendant la colonisation, notre peuple n'a jamais accepté la soumission. Ce n'est pas pour rien que c'est un Touareg qui s'est révolté. Le dernier grand concurrent, c'est un Touareg. Il était très loin de Sabousiri. En ce moment, il n'y avait pas de téléphone. Qu'est-ce que lui il sait de ce qui s'est passé à Kaye? Mais c'est pour vous donner, il y a une ligne directrice dans notre peuple. Il n'aime pas la soumission. Il n'aime pas l'injustice. Il faut que les Maliens sachent ça. Ce que les politiciens disent et ce que leurs militaires font, c'est deux choses totalement différentes. C'est ça la situation aujourd'hui. Nous, on est en train de mourir de faim. Au lieu de nous donner de l'argent pour se nourrir, j'ai rappelé l'autre jour au Ghana, il y a eu des inondations, des milliers de personnes sont mortes. Mais on attend qu'on enterre et puis on vient leur donner 40 milliards, que c'est un don de l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme, donc pour acheter des armes. Mais au lieu de construire des routes, des écoles, et faire sauver les gens qui sont en inondation, vous laissez tout ça passer et puis vous allez leur donner 40 milliards. Pour acheter des armes, lesquelles armes seront achetées chez vous pour lutter contre le terrorisme? Lequel terrorisme a été importé chez eux par vous? C'est comme quelqu'un qui a les pieds sur une aiguille, il est dans la salle en train de crier, mais où est l'aiguille là? Alors que c'est sous ses pieds. Mais il ne va jamais trouver. Mais si nous comprenons ça, et à partir du Mali, on a compris tout. Toute l'Afrique regarde le Mali. On est en train d'ouvrir les yeux aux gens. Les grandes entités étatiques, là, c'est au Mali. Tous les Africains sont fiers du Mali. Et nos soldats, nos troupes l'ont fait. C'est pourquoi je les ai appelés, tous ceux qui sont en uniforme, les Monebo Déou. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé la douleur du corps des Maliens. Pour ne pas dire qu'ils ont vengé. Venger, c'est un peu malade. Et ils ne cherchent pas à se venger. Ils ne se battent pas contre quelqu'un. Ils cherchent à être eux-mêmes. C'est pourquoi j'ai dit au Mali, ne connaissant pas notre histoire, beaucoup ont les trop. Vous allez prendre les 99% de l'intelligentsia au Mali. Surtout ceux qui sont dans la politique. Il y a beaucoup qui font le waouh. Ils ne connaissent rien que ce que RFI dit. Ce que RFI dit, RFI a dit, BBC a dit, tel journal a dit, ils ne connaissent rien que ça. Donc ils peuvent commettre des erreurs. Mais quand vous connaissez notre histoire, corrigeons-nous. C'est pour ça que vous aurez remarqué depuis plus d'1 mois, depuis que cette histoire de rétrocéder les bases de l'aménagement au Mali a été décidée au Conseil de sécurité. Dans tous mes discours, je ne fais que de l'histoire et mobiliser les militaires. Les donner de la ressource morale. La nourriture morale, c'est ce qui fait l'homme. Et que les Maliens comprennent leur histoire. Notre armée a besoin d'être soutenue. Quand on a signé sur le pacte social, j'ai félicité les syndicats pour leur patriotisme. Parce qu'un militaire qui se bat sur le terrain, si sa femme, ses enfants, son père, sa mère ne sont pas en train de vivre normalement, il ne peut pas se battre. Donc il faut créer les conditions pour qu'ils puissent se battre. On a besoin donc d'une paix sociale dans le pays. Je voudrais donc rendre un hommage mérité. J'ai rencontré tous les membres du gouvernement le lundi 20 pour mettre en relief et concrétiser les orientations du président de la République, du président de la transition, qui nous a donné au Conseil des ministres le mercredi 15.
Vous savez, le président, c'est comme un architecte. Il dessine à quoi la maison ressemble. Le premier ministre, c'est l'ingénieur de construction qui vient voir comment la maison, quel brique on met où. Et les ministres, là, c'est les maçons et les ouvriers. C'est eux qui passent. Donc, je leur ai dit, avant le conseil des ministres, là, il faut qu'on amène notre bâtiment, lui présenter à Koulba. Si jamais les maçons là ne font pas leur travail, et l'ingénieur là ne fait pas, si l'architecte nous dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? On va lui dire qu'on est là-dessus. Il va nous dire, mais vous êtes assis là-dessus ou bien vous travaillez là-dessus? Parce que les cadres, souvent, quand ils veulent embrouiller les chefs, ils disent, je suis là-dessus. Ou bien, les dossiers progressent. Et je leur ai dit, hey, si je vais le mardi matin chez lui, là, s'il me dit c'est où, je vais lui dire on est là-dessus, c'est là-bas. Donc les ministres m'ont écouté religieusement. Et effectivement, on a présenté notre schéma au conseil des ministres. Le mardi, j'ai dit, mais où est mon bâtiment là? J'ai dit, voilà ce qu'on a proposé. Maintenant, lui et ses services vont l'examiner. Je vous ai fait rire un peu parce qu'il y a des décisions capitales qu'il fallait prendre. Il faut que les régions du Nord, mais tout en urgence, Kidal soit prise en main totalement par l'État malien. Et hier déjà, on a nommé un patriote là-bas comme gouverneur que j'ai immédiatement félicité pour que nous prenions. Mais lui seul, il ne peut pas. Il faut que tous les ministres se mettent à sa disposition pour qu'il réussisse sa mission. Personnellement, je vais le voir pour lui donner des conseils. Parce que j'ai tellement vécu tout ce qu'il y a au nord là. J'ai dit au président du Niger ce matin, j'étais en 71 chez eux là-bas, en tant qu'un garibou. J'ai fait l'école buissonnière pour aller chez eux, à la suite de la grande sécheresse. C'est à la même période que les Yad là sont allés en Libye. C'est à la même période. Mais Dieu faisant, c'est pourquoi je dis les destins des hommes, personne ne peut changer. J'ai fait un an là-bas de Baragnini, là, j'avais déjà, ils me donnaient juste à manger. Ils ne payaient rien. Moi, je ne savais même pas qu'on donnait de l'argent aux gens. Maintenant, si vous voulez faire ça avec quelqu'un qui travaille chez vous, la gare à vous, si vous ne le payez pas à la fin du mois, il va vous amener à la gendarmerie. Et je suis revenu reprendre l'école. J'ai dit tout ça pourquoi? Pour dire que tous les Maliens que nous sommes là, nous sommes des immigrés venus de quelque part. Les Caïsiens qui sont à Paris, là, qui travaillent de 5h à 17h, 18h. Mais c'est dans les années 70, avec la grande sécheresse dans les salles, qui sont partis. Mais tous ceux qui sont là-bas, ils font des centres, ils contribuent chez nous. Donc quand on est à l'extérieur, ce qu'on a, il ne s'agit pas de venir faire la guerre. Il faut aider les gens. Aujourd'hui, les Maliens doivent se mobiliser autour du général Gamou, auquel la confiance des hautes autorités a été placée pour lui dire que tous les Maliens le regardent. Sa réussite, c'est la réussite du Mali. Il va rentrer dans l'histoire, s'il n'est pas déjà rentré d'ailleurs. Il faut donc que Kidal soit une réussite. Mais il y a des choses qu'on n'acceptera plus au Mali. Tous les gens qui ont tué les Maliens après la résolution des Nations Unies, qui se sont vantés dans les médias internationaux que ceux qui ont tué, ils ont dit 100 Maliens sur les mains. Il n'y a plus d'arrangement. Venir dire on a été négocié, et il y a ceci. Il y a des erreurs du passé, on a tourné la page là-dessus. Mais quand c'est fait exprès, là, tuer des Maliens et venir passer ça par perte et profit, ça c'est terminé. Trop de Maliens sont morts. À Tombouctou, à Bamba, à Bourem, à Gao, à partout, et même à Kidal. Celui qui tue exprès, on ne doit plus lâcher. Deuxièmement, tous les Maliens naissent libres et égaux. Personne ne doit plus se contenir supérieur aux autres. Seul le travail anoblit l'homme. Tout Malien qui travaille, il est Malien. Mais si tu ne travailles pas, un parasite, toi tu t'imposes aux gens.
parce que tu as des parfums qu'on t'a mis depuis l'extérieur, ça c'est fini. Nous on va mettre notre mouchoula là, et puis ton parfum là tu le gardes pour toi. Ensuite, les populations de Kidal ont besoin du soutien et du nord de toutes les populations du Mali. L'État va faire des grands efforts pour que ces populations-là sentent qu'elles sont chez soi. Vous avez actuellement, beaucoup ont quitté. En réalité, c'est par peur d'être victimes des conflits. J'entends certains disent, oui, nous nous sommes repliés, on va revenir. Vous allez nous trouver, on vous attend des pieds fermes. L'armée malienne vous attend. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Moi, je lis toute la presse française. J'écoute sur les réseaux. Personne n'entend plus de SEMA. Vous n'avez pas remarqué? On nous dit CSP, SPD. Mais ça, c'est quoi ça? Le CSP n'a pas signé l'accord. C'est la SEMA qui a signé l'accord. Mais c'est des techniques. Nous savons pourquoi. On a abandonné les nouveaux éléments de langage de ces gens-là. On ne parle plus de SEMA, on ne parle plus rien. On parle maintenant CSP et les Maliens et leurs alliés terroristes. C'est ça leur terme. Nous suivons, rien ne vient au hasard. Ça, c'est pour venir nous dire demain, ah non, la SEMA n'a pas remis en cause l'accord, c'était le CSP. Mais tu arrives, Brahma Koulibaly, tu lui mets une veste. Le lendemain, tu lui mets un grand boubou, mais ce n'est pas Brahma Koulibaly. Un terroriste là. C'est lui qui est terroriste là. Mais qui s'appelle Igor Brahma Shogel ou quoi là. Il a le même habit. Et c'est un terroriste, c'est tout. C'est lui qui tue les madames. Venez nous tromper par des jeux de mots. On laisse ses mains, on prend CSP, ainsi de suite. Ça, c'est pour nous tromper. C'est que nous voulons notre gouverneur qui va aller à Kidal. Et on a la même situation à Menaka, à Taoudeni, à Gao. Il faut que les Maliens se mobilisent pour en finir définitivement. Et que ces milliers d'enfants de Kidal, qui ne vont pas à l'école depuis des années, ces milliers de gens du Nord, prétendument des Arabes et des Touaregs, qui sont dans les camps de réfugiés, alors que ceux qui ont provoqué ça ont des châteaux ici avec 4 piscines à Bamako. Moi, je vous le dis, il y en a qui ont des piscines ici avec des châteaux. Leurs enfants sont dans les grandes écoles au Mali, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en France. Mais les milliers d'enfants de Kidal qui n'étudient plus. Mais ces cadres-là qui sont dans ça, mais c'est le Mali qui les a amenés à l'école. Le chef des terroristes là, il a fait l'école à la même génération que moi, dans les années 70. C'est dans des hameaux. Nous là, on a fait l'école au bord du fleuve. Si tu ne sais pas nager, on te prend, tu te jettes dans l'eau, c'est tant pis pour toi. Hein. C'est pour que quand mes enfants me demandent maintenant si je sais nager, j'ai dit chez nous là, si tu ne sais pas nager, c'est tant pis pour toi. Nous, on a grandi au bord de l'eau, on te prend, on te jette dans l'eau. Si jamais tu ne sais pas nager là, c'est toi qui es foutu. Donc, ces cadres-là qui ont étudié dans des situations difficiles, mais pourquoi ils empêchent les autres enfants de Kidal d'étudier? Et eux, ils sont dans des châteaux ici, sous des climatiseurs avec leurs enfants. Donc, nous devons aider le gouverneur qui a montré, je pense, son patriotisme, c'est plus d'une vingtaine d'années. Nous devons l'aider à réussir sa mission. Pour que les Maliens se disent que les nouvelles autorités ont très bien fait. Je termine par dire, répéter les titres d'un article, un petit post que j'ai fait. J'ai dit Django aux femmes maliennes. Vous nous avez restitué notre honneur et notre dignité. N'acceptez jamais l'amalgame. Parce que quand ils n'auront rien à faire, ils vont venir provoquer des problèmes entre les Maliens. Les Maliens qui sont blancs là, en réalité c'est des hasards de l'histoire. Il y en a qui ont grandi au sud, on est tous parents. Mais un jour va venir certains pour nous mettre le feu, ils vont venir te pousser contre ton frère peau blanche,
lui aussi, il est victime, il est obligé. On vient lui tendre le micro, éviter ça. Si vous voyez quelqu'un qui rentre dans l'amalgame, attrapez-le, donnez-le aux forces de l'ordre au Mali. C'est que ce n'est pas un ami du Mali. Voilà les conseils que je voulais donner à tous les Maliens. Et lisez pour connaître votre histoire. En tout cas, personne ne viendra nous mettre un sac sur la tête encore et nous raconter des choses à l'oreille. Ça, c'est terminé. Au Mali, en tout cas, c'est fini. C'est ce que je voulais vous dire. Et sur ces mots, mesdames et messieurs, cette fois-ci, je n'ai pas oublié, c'est sur ces mots que je déclare ouverts les travaux, madame le ministre de la Santé, les travaux de la deuxième journée d'information et de sensibilisation sur les remèdes. Merci beaucoup et que Dieu vous protège.